Bienvenue au jardin vous est proposé par ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr. News Jardin TV vous propose Bienvenue au Jardin, une émission 100% nature, animée par Patrick Mulan et Roland Motte. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver après cette petite interruption estivale. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. C'est ton cas, monsieur Roland? Bonjour à toi. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Oui, des vacances au jardin. Oh. Oui, je pars pas l'été, je profite de mon jardin. Donc paillage, arrosage, binage, ça c'est... Et promenade. Ah oui, et puis alors, vous savez, il faut se promener tous les matins dans son jardin. Nous vous le rappellerons tout le temps. Et tant pis pour vous. Donc nous sommes le 4 septembre, c'est déjà le 247e jour de l'année, le 13e jour astrologique de la Vierge. C'est pas le jour astrologique, le jour du signe astrologique de la Vierge, le 18e jour du mois de Fructidor. Et oui, on commence à être à la période des récoltes. Et au 18e jour, c'est le nerf brun. Wow. J'adore. Ah oui, t'adores. Oui. J'apprends pas tout le monde connaît ça. Quand non, même. Justement, c'est pour ça que je l'adore, parce qu'il passe totalement inaperçu. La plante qui n'a aucun intérêt. Ah oui, c'est ça, parce qu'il est vert, les feuilles sont vertes, il fait 4-5 mètres de haut, et puis il n'a rien, quoi. Enfin pas grand-chose. Donc. Alors ce nerf brun appartient au genre botanique Rhamnus. Rhamnus qui est peu connu, mais qui contient quand même 113 espèces, je les ai comptées. Pour vous donner ça, je vais dans un site spécial qui est The Plant List, ça s'appelle. Si vous voulez savoir si les espèces sont bonnes ou pas, vous avez ce site-là qui est vraiment extrêmement sérieux. Donc on les compte et il y a 113 espèces officiellement acceptées par la botanique internationale. Alors on est dans une famille Rhamnus rhamnacées qui est intéressante parce qu'il y a quand même des plantes connues là-dedans. Ah oui. Ça te dit rien? Non, parce le céanote, par exemple. Ah bah oui, la céanote. C'est dans la famille. C'est dans la famille. Ah ouais, céanote, j'adore. Oui. C'est plus le moment de la floraison. Mais je vais peut-être te coller sympa avec le Colessia. Le Colessia. Oui, je te colle avec le Colessia. Je connaissais le cholestérol, mais ça n'a rien à voir. Le Colessia, c'est un arbuste absolument horrible qui est... Non, il n'est pas moche. Mais il est horrible. Totalement piquant. C'est-à-dire qu'il n'y a que des épines. Oui. C'est un buisson inextricable. Et si vous voulez... Alors, c'est plutôt pour les régions quand même au climat doux. Une plante qui est infranchissable, vous plantez un Colessia. Mais il n'y a pas que ça. Il y a, par exemple, l'épine du Christ, le Paliurus. Bon, ça, c'est moins, pas trop connu, mais surtout le Ziziphus. Ça te dit quelque chose? Le jujubier. Oui, alors je croyais qu'il allait me faire un gros truc sur le Ziziphus, mais non, il est sage, il a été calme pendant les vacances. Et puis pour les amateurs de bonsaï, le Sagerecia. Sagerecia thésans, c'est vraiment un très bel arbuste, difficile. Ça aime pas le chaud, ça aime pas le froid, ça aime rien, en fait, globalement. Mais si vous êtes un bonsaïka costaud, vous allez arriver à l'avoir. Alors, qu'est-ce que tu nous dis de beau sur ce Rhamnus? Alors, rien, comme on a pu le préciser, parce que c'est vrai que quand on va se balader en lisière de forêt, dans des friches, il a une petite fructification. Alors, certains disent comestible, d'autres moins comestible. Enfin, en tout cas, au niveau du goût, c'est pas terrible. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on ne va pas le considérer comme comestible. Faites attention, parce que c'est quand même légèrement toxique. Les baies globuleuses, quand elles sont rouges, en revanche, elles ne sont pas justement consommées par les oiseaux, ou du moins pas tout de suite, et elles ressemblent bien aux prunelles, donc évitez quand même de consommer ce truc-là. Je sais qu'il y a des gens qui mangent un peu de tout, ça c'est quand même pas très génial. En revanche, c'est intéressant, et ça va te plaire, parce que ça accueille beaucoup de chenilles de lépidoptère, dont les fameux citrons. Alors aujourd'hui, nous sommes donc le 4 septembre, il y a un anniversaire, une naissance, quelqu'un qui est pas trop connu non plus. Alors on va vous faire que des choses pas connues, comme ça vous allez avoir une émission dans laquelle vous allez apprendre plein de trucs. Et là c'était un botaniste français qui est né le 4 septembre 1789. C'était peut-être pas le bon moment. Il s'appelait Charles Gaudichaud-Beaupré et voilà. Jamais entendu parler. Il est quand même important parce qu'il a créé pas mal de genres. Alors des plantes que vous connaissez peut-être pas tous, mais si, le Medinilia par exemple. Le Medinilia qui est une magnifique plante que l'on utilise en plante d'intérieur, difficile aussi à cultiver, mais vraiment une beauté totale. Ouais.
l'Elxine, le genre Solerolia, c'est lui qui l'a aussi créé. Il a aussi nommé d'autres plantes, par exemple certains Scaevola, Adiantum, etc. Donc c'était vraiment un important botaniste de son époque, et il a donc aussi quelques espèces du genre justement Scaevola, comme le Scaevola godichaudiana qu'on lui a attribué pour l'honorer. Alors aujourd'hui, bien entendu, on peut célébrer une fête, c'est la fête de Rosalie, et c'est la fête d'Hermione. Alors tu as forcément des dictons. Oui, Hermione, non, j'ai rien pour la Sainte-Hermione. Si pluie de septembre, pluie de novembre seront gelées en décembre. Ça n'a rien à voir avec Hermione. Alors il me dit qu'il n'a rien avec Hermione, mais il m'avait envoyé un dicton oui. avec les fleurs de Sainte-Hermione. C'est un bouquet qu'on confectionne. Tu avais dû ça faire vite fait sur un coin de table. Il faut que je réponde à Patrick, faisons ça rapidement. Moi j'ai fait tout simplement aussi à la Sainte-Rosalie, on récolte les pissenlits, et c'est vrai que lorsque j'étais gamin, on faisait ça nous. Presque à la rentrée des classes, avant d'aller à l'école, eh ben, on allait récolter les pissenlits sauvages. Bon, maintenant, on les fait dans son jardin. Ça sonne, mon cher Roland. Une question d'auditeur, et c'est Vincent qui nous demande: est-ce que l'on peut apporter de la lumière aux plantes à l'aide de néons pour aquarium lorsque le temps est nuageux? Alors pas forcément quand le temps est nuageux. Alors, oui. Bon. Déjà, dans le jardin, ça servirait strictement à rien, il faut bien le savoir, hein, parce que la quantité de lumière que vous pouvez porter à l'extérieur, il faudrait avoir des projecteurs géniaux, enfin énormes, comme on a au cinéma, mais qui coûteraient une fortune. Ça sert strictement à rien. À la maison, oui. Alors, je rappelle une règle de base. Accroche-toi aux branches. Oui, L'intensité de la lumière à l'intérieur d'une pièce décroît avec le carré de la distance. Oui, c'est-à-dire que tu es en train de dire que plus on est loin de la fenêtre, moins il y a de lumière. Oui, c'est ça. Si vous mettez votre plante à 3 mètres, elle a 9 fois moins de lumière que si elle était collée à la fenêtre. Donc ça, il faut vraiment avoir ça en permanence dans la tête, parce que nous sommes équipés de quelque chose qui est formidable, qui s'appelle des yeux avec des iris. C'est-à-dire que nos yeux sont un peu comme ce que l'on avait dans le temps avec des vieux appareils photo où on avait ce que l'on appelait un diaphragme, et on ouvrait plus ou moins le diaphragme, et on voyait bien que ça s'ouvrait. C'est-à-dire que nos yeux font la même chose. Pas beaucoup de lumière, hop, ça se rétrécit, beaucoup de lumière, ça s'agrandit. Donc on a toujours l'impression que dans une pièce, il y a de la lumière. Mais, encore une fois, donc, ça décroît très très rapidement. Donc on peut être amené à mettre de la lumière artificielle. Est-ce que tu as déjà essayé des systèmes ? Non, c'est clair, parce que c'est compliqué à installer, parce que j'essaye de mettre les plantes d'intérieur, les quelques-unes que nous avons devant la fenêtre, le plus possible, et de les tourner, parce que c'est vrai que quand tu dis devant la fenêtre, la plupart des gens disent c'est bon, ma plante est devant la fenêtre, ça ne craint rien, mais derrière, il n'y a pas de lumière. Sur le côté, il n'y a pas de lumière, sur le haut, il n'y a pas de lumière, nous ne sommes pas dans une serre, et la plante ne se contente que de finalement 25% de l'ensemble de luminosité, donc c'est court. Je ne l'ai jamais testé, mais c'est vrai que sur les aquariums, c'est indispensable. Alors sur les aquariums, on utilise donc surtout des tubes fluorescents de type lumière du jour, ça c'est important. Il faut que le spectre lumineux soit à peu près équivalent, ça donne une lumière un petit peu bleue. Mais aujourd'hui, on va surtout utiliser des LED. Alors c'est-à-dire, LED, c'est l'ensemble des initiales d'un mot anglais que l'on traduit en français par des diodes électroluminescentes. Ça a beaucoup d'intérêt, les LED, parce que ça prend pas beaucoup de courant et ça peut nous permettre d'avoir des lumières à la fois puissantes, régulières, et surtout maintenant on arrive très très bien à le faire au niveau horticole. Oui, j'avais visité un caisson, tu sais les caissons de transport, là, les fameux conteneurs dans lesquels ils cultivaient, donc en hydroponie, avec justement ces LED, puisque c'était complètement opaque, et donc ils arrivaient à avoir des cultures assez intéressantes. Alors il faut savoir une chose très rapidement pour terminer ça, c'est que les plantes, au moment de leur photosynthèse, ont besoin de longueurs d'onde différentes. Le bleu, par exemple, qui est à 440 nanomètres, le rouge, qui est beaucoup plus important, 660 nanomètres. Et donc, il faut que la lumière que vous apportez donne ces deux fréquences-là, parce que sinon, la plante, elle, ne va pas obtenir la lumière que vous voulez. C'est-à-dire que si vous mettez simplement une lampe habituelle que l'on utilise dans la maison, eh bien, ça ne fonctionnera pas. Une lumière horticole, vous trouvez ça facilement sur l'internet, de façon... En jardinerie aussi.
Alors jardinerie Un peut-être. petit peu, Ouais. si certaines jardineries, des grosses jardineries le font. Oui, Il un faut petit vraiment rayon, trouver le oui. rayon déjà. Oui. Mais bon, globalement, effectivement, bon, moi j'aime bien aller en jardinerie, je préfère ça qu'à Internet, mais je sais que sur Internet, l'avantage c'est que vous avez tout un tas de choix et que vous pouvez trouver ça facilement. Vous n'avez pas la main verte? Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts. Alors ça va faire mal. Attention messieurs, dames, ça va faire très très mal parce que nous allons vous parler de bébêtes qui sont désagréables, qui sont embêtantes, qui sont tout ce que vous voulez et que l'on connaît sous le nom générique d'acariens. Alors on avait fait toute une émission sur les araignées. Attention, nous sommes donc dans un monde très proche mais différent. Et dans les acariens, nous allons vous parler aujourd'hui des tiques, des aoutas et des araignées rouges. Vous voyez, le programme n'est pas très fameux, mais il est extrêmement important parce que nous sommes agressés, et notamment en cette saison, Oui, comme il a- on le reconnaît. Il a 8 pattes comme les araignées, puisqu'il fait partie des arachnides. C'est pour ça on pourrait les confondre. Mais heureusement, tu es là pour surveiller. C'est-à-dire qu'il faut se méfier parce que certaines larves d'acariens n'ont que 6 pattes. Et Ouais, c'est mais là, au moment où ils arrivent adultes qu'ils en ont 8, donc on peut se tromper avec un insecte. Bon, après, on les voit pas trop quand ils en sont à 6. On les voit plutôt quand ils ont 8 et encore parce qu'ils sont tout petits. Ils ont de 0 à 4 yeux. Alors, À 0 4 yeux À 4 yeux. Avec un Z À 4 yeux, avec un Z, oui. Comment font-ils? Je sais pas, avec quand tu as 0 œil, c'est pas évident. Alors que les araignées ont entre 6 et 8 œil. Yeux. Non, œil yeux. avec un S. C'est vrai que c'est très difficile de dire 8 yeux, Oui, et c'est même 8 moche, yeux. mais on doit le dire parce qu'il n'y a pas de Z. Alors les tiques vraiment c'est catastrophique, et notamment, tiens, je voudrais un grand coup de gueule encore, il faut encore en faire. Cette fameuse gestion différenciée que nous imposent souvent certaines municipalités, ce qui veut dire tout simplement qu'on tombe quand on en a envie, favorise, mais d'une façon considérable, le développement des tiques. Parce que lorsque l'herbe est plus dense et plus haute, eh bien évidemment, ça prolifère là-dedans. Alors on se dit, oui, on fait ça pour la biodiversité. Oui, la biodiversité, mais la biodiversité, c'est tout. Inclus C'est-à-dire qu'il y a les les tiques. gentils et les méchants. Oui. Alors, je rappelle quand même que les tiques sont porteurs ou vecteurs d'une maladie gravissime qu'on appelle la borréliose de Lyme pour l'humain, et d'une maladie catastrophique pour les chiens qui est la pyroplasmose. Donc, ne mettons pas ça d'une façon fantaisiste. Il faut prendre conscience qu'il faut entretenir nos espaces verts de manière à éviter cette prolifération. Maintenant, donc, est-ce que tu es, toi, dans ton jardin, je veux dire, confronté à ces problèmes? Oui, en partie, parce que nous avons des zones dans lesquelles on ne va pas tondre, on va laisser un peu la biodiversité se développer, comme tu l'as dit, mais il faut bien préciser que la biodiversité englobe tout le monde, et là, on est très attentif maintenant à ne pas y aller, tu vois, l'été, cet En fait, été, il ne va là, pas, c'est-à-dire que c'est sauvage. Oui, ou alors j'y vais, si, parce qu'il y a des arbres à tailler quand même, mais je suis habillé chaque fois, Ouais. c'est-à-dire bas de survêtement, gants et polo, de façon à vraiment à protéger les bras. Encore que sur les bras, ça va, tu les vois arriver, tu repères les tiques et on a un petit engin pour les retirer plus facilement, mais c'est surtout au niveau des jambes où là, vraiment, j'y vais en survêtement, oui. Alors c'est tout à fait adéquat au niveau du conseil. Lorsqu'on se promène dans la nature, et surtout en ce moment c'est agréable d'aller dans les bois par exemple, vous vous habillez, il faut avoir des vêtements qui recouvrent entièrement le corps, et à ce moment-là on est pratiquement, on va dire, protégé. Bon, il y a toujours un risque, mais on est quand même déjà pas mal protégé contre la tique. Alors on ne va pas en faire tout un programme sur la tique. Sachez simplement que ça peut vraiment attaquer 300 espèces d'animaux différents. Donc ça veut dire que les chats, les chiens, les poules, enfin énormément de nos animaux commensaux ou très proches peuvent être aussi attaqués, que la tique va se gorger de sang. Une femelle peut prendre jusqu'à 100 fois son propre poids de sang durant les 10 jours que dure son repas. Et oui, une tique, si vous ne l'enlevez pas, elle peut rester 10 jours accrochée sur vous, et à ce moment-là, ça devient quand même un peu embêtant. Alors on va aller plus près maintenant du jardin avec ce qui est vraiment très 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 casse-pied comme petite bestiole. On ne le voit pas dans tous les jardins, mais ce qu'on appelle l'aouta. Donc l'aouta a commencé évidemment au mois d'août et il va continuer ses actions en ce moment. Alors c'est une larve parce Oui, c'est que ça, l'adulte
on s'en fiche, il s'appelle le trombillon, mais sa larve, elle suce le sang. Oui, c'est elle. Et donc, on la trouve beaucoup dans la pelouse. Et justement, c'est embêtant parce que quand on veut s'allonger dans la pelouse, etc., eh bien, c'est là où elle intervient. Alors, il y a un truc qu'elle n'aime pas, c'est l'humidité. Hein. C'est vrai que plus il fait chaud, plus on va la retrouver facilement. Donc, mais c'est quand il fait chaud qu'on va s'allonger dans l'herbe. C'est là qu'elle ose, hélas. Alors, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que ce n'était pas forcément les pelouses qui étaient les plus colonisées par les larves de trombillon, mais que les potagers, et tu vas me dire si c'est le cas chez toi, notamment avec toutes les légumineuses, à savoir donc les pois et les haricots principalement, étaient pour moi les lieux privilégiés. C'est du moins ce qu'on avait comme problème dans notre jardin du Loiret quand j'étais gamin, où là, chaque fois qu'on allait cueillir les haricots, il fallait aller prendre une douche juste après. Alors, tiens, d'ailleurs, ça c'est la solution que je vous donne. Oui. Vous prenez une douche et après vous vous frictionnez à l'eau de Cologne à la lavande. Et ça, c'est extrêmement efficace parce que, a priori, bon, l'eau de Cologne qui est alcoolisée, ça va tuer toutes les larves. Et puis, je pense qu'il y a un effet répulsif efficace. Et le savon ne fait pas cet effet-là. Tu rajoutes en plus l'eau de Cologne. Oui, on va. De toute façon. Et tu sens bon après, c'est bien. Voilà. Oui, on a oublié de le dire, c'est-à-dire que vous prenez la douche avec le savon et l'eau de Cologne, c'est après. Oui. Voilà, oui, par contre, j'ai jamais repéré ça. Pourtant, on traîne dans le potager pendant tout l'été. Et alors, je n'ai jamais repéré de piqûre en cueillant les haricots. Eh bien, tant mieux. Bon, en revanche, on va terminer avec un autre acarien qui, lui, est encore plus casse-pied, mais là, cette fois, sur nos cultures. Ce sont ce qu'on appelle globalement les araignées rouges, bien qu'il y en ait des rouges et il y en a des jaunes, et qui sont donc, pour beaucoup des tétraniques, presque invisibles. Mais on peut voir des petites toiles, parfois, sur les plantes, et ça vous ratatine une plante, mais alors, en quelques jours. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils sont très nombreux. Ils mangent ce que l'on appelle le parenchyme, c'est-à-dire la surface, la chair de la feuille, et ça fait une réaction de la plante qui devient toute grisâtre, comme si elle était argentée. Oui, un peu couleur de plomb, et donc c'est un peu ça qu'on le repère, parce que tu dis, tiens, elle a une drôle de couleur, et c'est bien ces araignées. Alors, est-ce que tu y fais quelque chose ? Oui, surtout, moi, c'est de mouiller le feuillage. On arrose le soir, l'été, et c'est surtout mouiller le feuillage le plus possible. Alors, cette année, c'est pratiquement pas arrivé. Hein. J'en ai pas vu. Parce qu'il a beaucoup plu en début d'été. Oui. Bon, après, effectivement, les araignées rouges peuvent aussi attaquer les plantes d'intérieur, et ça peut être extrêmement rapide de la même façon. Attention conifères bleus, attention rosiers, attention, on en a eu sur les alocasias, on en a eu sur des palmiers, etc. En lutte biologique, il y a énormément de choses. Je vous conseille vraiment d'aller sur Internet pour regarder les noms de très très nombreux auxiliaires qui ne sont pas très commodes quand même à utiliser. Surtout, ils sont faits pour les cultures de serre. C'est pour ça qu'on ne va pas complètement s'étendre autour de ça. Il y en a qui utilisent. Oui, j'avais testé une fois, parce que sur des plantes d'intérieur, comme tu l'as dit, c'est là le plus embêtant. Autant en extérieur, bon, on a l'eau, etc. Donc ça va, c'est pas le parasite le plus courant, mais en intérieur, comme on manque d'hygrométrie, on peut avoir beaucoup de petites bestioles. J'avais fait ça, c'était assez efficace, ça avait disparu. Il y a des acariens comme Ambliseus qui détruit, mais on voit aujourd'hui que certaines cécidemies, comme Feltiella par exemple, sont très efficaces. Alors, elles sont efficaces aussi sur certaines cultures et pas sur d'autres, donc c'est assez compliqué. Il y a les punaises, les macrolophus par exemple, il y a les chrysopes aussi que vous pouvez utiliser, etc., etc. En tous les cas, protégez-vous contre les acariens, ça c'est le plus important. Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Motte. C'est la rentrée, il y a forcément des actualités, alors on va vous présenter quelques petites choses, et toi tu as choisi une pastèque, oui, tu avais envie de liquide. Oui, de liquide, et puis attends, on est dedans là, hein, presque, encore un petit peu, on va dire. C'est Sunlove, elle s'appelle Sunlove, et il y avait Mini Love avant, donc c'est une nouveauté de chez Close, deux pastèques sucrées, avec très peu de pépins, et c'est un petit duo sympa. Alors c'est vrai que la pastèque, on a tendance à l'oublier, on va cultiver du melon. Elle n'est pas si grosse que ça. Hein, oui, voilà, elles sont mini. Oui, elles sont mini, mais c'est bien, juste pour un repas à deux, c'est parfait. On a l'idéal. Enfin, elles font quand même 2-3 kilos. Bon, c'est vrai que c'est que de la flotte, mais quand même. Oui, c'est vrai. Et l'avantage surtout, c'est qu'il y a très peu de pépins dans ces variétés-là, donc c'est à déguster. Même idéal pour un balcon, parce que c'est des plants surtout assez compacts. Alors si on a un pot relativement gros, on pourrait même les mettre en pot, à condition d'avoir un pot conséquent, bien sûr. Alors moi, je voulais vous parler d'un autre auxiliaire. Je viens de vous donner des idées par rapport aux acariens, mais évidemment, il n'y a pas que cela. Et là, il y a une larve ophide. C'est quoi larve ophide ? C'est la mouche soldat.
C'est une larve qui va travailler au niveau du compost. Et ça, je pense que ça va vraiment t'intéresser. Ça dévore tout ce qui peut être déchets, et ça très rapidement. Et elle va vous réduire votre volume de déchets, cette larve, de 70% en quoi ? 3-4 semaines maximum. Donc c'est un nouveau auxiliaire qu'il faut vraiment regarder de très très près, parce que je pense que dans l'esprit de quelque chose que pour l'instant je réprouve, à savoir de faire du compostage ménager sur son balcon, etc., l'utilisation de cette larve me semble beaucoup plus pertinente et efficace que, par exemple, les vers de terreau que l'on vous met en exergue en vous disant ça va fonctionner. Non, là, larvophyte, donc c'est chez Biotope. Allez regarder ça parce que c'est vraiment, je crois, une sorte d'avenir. T'as déjà essayé ça ? Alors non, je vais le tester parce que Biotope, j'ai totale confiance en eux. Ils travaillent beaucoup les auxiliaires et ils ont vraiment un savoir-faire qui est exceptionnel. Je comprends pas que cette mouche, on l'ait pas développée plus tôt d'ailleurs. Non mais on peut pas dire ça. C'est-à-dire que globalement, on se dit toujours, tiens, oui, dans le temps, on faisait ça, c'était pas bien, etc. Tout simplement parce qu'on ne savait pas. Vous imaginez la complexité du travail que peuvent avoir les chercheurs à essayer de nous trouver justement dans la faune qui existe, des éléments, des espèces qui vont pouvoir nous être utiles. Mais il faut étudier de façon très précise la biologie de chacune, et il y en a des milliers, voire des centaines de milliers. Donc ça va demander beaucoup de temps, mais petit à petit, on fait des progrès, et c'est très intéressant. Au niveau des manifestations et salons, il y a pléthore. Très rapidement, la promenade de nuit dans le parc oriental de Molévrier, c'est jusqu'au 25 septembre. Vous pouvez vous balader avec une ambiance dans un des plus beaux jardins japonais ou de style japonais d'Europe. C'est en Maine-et-Loire, et vraiment, allez-y, c'est génial. Et en même temps, vous allez voir notre copain Michael au potager Colbert. C'est à côté. Vous pouvez, dans la journée, visiter deux jardins. Il y aura d'ailleurs les 11 et 12 septembre, donc à savoir la semaine prochaine, le Salon national du bonsaï qui sera à Molévrier. La semaine prochaine aussi, donc même week-end, les journées des plantes de la Maladorie Saint-Lazare à Beauvais. Il y a une 50aine de professionnels qui seront là. Même date pour le festival de la tomate et des saveurs au château de la Bourdaissière. Montlouis-sur-Loire, un endroit génial, c'est le Conservatoire national de la tomate. Et donc il y aura le festival, vous pourrez acheter des graines, vous pourrez les déguster, c'est formidablement beau. Et toujours aussi à la même date, au château de Chenevière, dans le Calvados, eh bien, vous aurez la fête des plantes, tout simplement, avec 45 exposants. Donc il y en a vraiment partout, partout. Vous n'avez pas le temps de profiter tout de suite des fêtes des plantes, mais en tous les cas, d'un peu de publicité, ça va faire du bien, et c'est très court, je vous rassure. Alors à tout de suite. Vous avez toujours rêvé d'avoir la main verte ? Avec EasyBio, c'est gagné. EasyBio vous conseille et vous accompagne en vidéo directement dans votre jardin. Découvrez une gamme complète de fertilisants pour vos plantes d'intérieur et d'extérieur, votre gazon et votre potager. Après application des produits, vos végétaux sont mis dans des conditions idéales de développement. Plus de floraison, plus de récoltes et un beau gazon. Tous nos produits sont fabriqués en France, en Bretagne. Ils sont élaborés à base de matières naturelles et conditionnés dans des emballages éco-responsables. Derrière EasyBio se cache une belle équipe de jardiniers experts et amateurs qui prônent la réussite au jardin et qui a à cœur de vous donner la main verte. Alors, n'attendez plus pour tester les produits EasyBio. Ça sonne, mon cher Roland. Donc, Oui. on a un auditeur, ou du moins un internaute, qui nous a écrit sur News Jardin TV. Il s'appelle Melf82. Qu'est-ce qu'il nous raconte ? Eh bien, il nous demande, pourriez-vous me conseiller pour éradiquer des acanthes qui ont envahi tout un jardin abandonné sur 200 mètres carrés environ ? Quel dommage. D'habitude, les questions, c'est comment on fait pour faire vivre les acanthes ? Alors, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'une fois qu'on a planté une acanthe, en général, ça tient bien le coup. Oui. Par exemple, ma petite jardinière qui aime bien l'acanthe, mais qui n'aime pas l'acanthe qui a poussé à l'endroit où elle ne voulait pas dans notre jardin. Ça fait au moins 15 ans qu'elle essaye de l'éradiquer. Alors oui, on la coupe, mais tous les ans, elle revient. Donc c'est vraiment la plante qui tient le coup. Alors je rappelle quand même que depuis le 1er janvier 2019, il n'y a plus d'herbicides chimiques disponibles, ni d'insecticides, ni de fongicides, ni rien du tout, avec la loi Labbé. Donc l'idée d'éradiquer des acanthes qui ont envahi votre jardin, ça va être compliqué, à moins d'avoir vraiment
de l'huile de coude. Oui, ou alors à moins de transformer ce jardin en se disant, si c'était un jardin effectivement un peu en friche, si j'ai bien compris, puisqu'il était abandonné. Donc là, on peut repartir en tondant régulièrement. Sur la Cante, ça ne le fera pas. Un jardin abandonné, c'est pelleteuse, j'arrache tout, avec vraiment l'extraction de l'ensemble du système racinaire. Sinon, vous ne l'aurez pas. Je suis désolé de le dire. Après, une fois que vous avez déjà fait ce travail, s'il y a des repousses, à ce moment-là, dès que c'est tout petit, on arrache, mais on arrache. On ne coupe pas, parce que toute la partie souterraine est la partie la plus vivace, la plus vivante, et c'est là que ça reviendra. Non, mais je t'écoutais avec attention, n'étant pas d'accord, je te laisse dire. Mais non, je te dis parce que j'ai déjà fait ça. J'ai déjà fait ça avec un terrain qui était vraiment envahi de bourdaines, d'orties, enfin tout ce qui peut se trouver. Il y a même des petits arbustes. Alors la première fois, tu galères parce que tu coupes tout. Et ensuite, nous l'avons transformé en terrain tondu. Donc, non pas un gazon, évidemment, mais une pelouse. Et en tondant régulièrement, évidemment, il faut passer souvent. Et bien là, ça ne repousse plus. Et c'est l'herbe qui, finalement, finit par prendre le dessus. Oui, mais je ne pense pas que notre ami Melf82 souhaite faire simplement une pelouse. Ah oui. Il souhaite en faire un jardin. Et dans un jardin, il va falloir faire des massifs, il va falloir faire des planches potagères, etc. Et là, si on ne fait pas le travail qui demande gros efforts, vous n'aurez pas de résultat. Il faut être clair. Il a le choix entre les deux, la pelleteuse ou la tondeuse. Roland ou Patrick, c'est comme vous voulez. De toute façon, les deux ont raison et c'est très bien. Vous cherchez la petite bête ? Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au Jardin. On ne pouvait pas y échapper. C'est une des plantes vedettes du moment et je dirais même de la saison. On l'appelle la marguerite d'automne. C'est l'astère et c'est magnifique. Oui, et on commence à en trouver dans les magasins là, des potées magnifiques. C'est vrai, ça donne envie parce qu'on rentre de vacances, c'est un peu en vrac dans le jardin, les potées sont mortes, etc. Donc il faut remplacer. Et l'astère commence à arriver et il est magnifique. Pourquoi ? Parce qu'il a d'abord ce bouquet et puis c'est cette floraison qui est large en termes de coloris. Qui est même aussi, je dirais, large en termes de forme. Vous avez des astères nains qui vont mesurer une trentaine de centimètres de hauteur, souvent très très denses au niveau de la floraison. Et puis vous avez des grands astères, des plantes qui sont vivaces et qui sont rustiques, qui reviendront tous les ans et qui sont idéales pour un jardin d'inspiration sauvage. Parce que c'est léger, c'est gracieux et ils font, eux, des toutes petites fleurs. Mais ce que je voulais insister, parce que j'aime bien vous embêter un petit peu avec tous les noms latins invraisemblables, c'est que ce que l'on appelle aujourd'hui astères, et notamment les astères d'automne, ont pratiquement tous changé de nom. Alors astère, c'était trop facile, on leur a donné le nom génial de Symphyotrichum. Oh. Et Symphyotrichum, c'est un nom que l'on a changé en 1995, pas pour rien. C'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quand même une différence entre les astères qui sont restés et qui existent pour certains, on verra, et tous ces grands astères d'automne qui n'ont pas exactement la même configuration. Alors, au niveau du génome, au niveau aussi de la structure moléculaire, etc. Et on a repris donc un genre qui avait été créé en 1832 par un botaniste allemand qui s'appelait Daniel Nies von Essenbeck. Et avec Symphyotrichum, c'était beaucoup plus simple. Alors, vous ne les trouverez jamais sous ce nom-là, sauf dans les pépinières vraiment spécialisées en plantes vivaces. Mais globalement, sachez-le, ça peut toujours servir lors d'un repas entre amis, n'est-ce pas ? Oui, c'est sûr. Quand tu sors Symphyotrichum, là, c'est un challenge. C'est un challenge. À une communion, oui. Oui, surtout, il faut déjà arriver à le prononcer. Alors, attention, on donne aussi à tort le nom d'astère à d'autres plantes qui sont plus courantes, comme l'astère du Cap. L'astère du Cap, c'est pas un astère, c'est Felicia melloides. Vous savez, c'est cette petite marguerite à fleurs bleues et cœur jaune qui pousse quand même pas dans ta région. Et quand on dit astère du Cap, c'est Cap de Bonne-Espérance, donc Sud-Afrique. Donc ça va vraiment bien dans le Midi. L'astère du Mexique. Astère du Mexique, mais c'est des cosmos. Tout simplement. Oui, voilà, c'est de la donc triche. C'est de la triche. Non, mais Miguel est très content parce que comme il est mexicain, il se dit « Ah ouais, tiens, j'ai un astère, moi aussi, c'est très très bien. » Alors, on a l'astère de Chine que l'on ne trouve plus d'ailleurs quasiment dans le commerce, qui était tout simplement la reine Marguerite.
Ah oui, la reine Margot, c'était bien la reine Marguerite. Hein. Comme j'adorais ça. Par contre, c'est une plante qui était difficile à tenir. Hein. Ça crevait très facilement. Mais voilà, on la trouve plus parce Ouais. que c'est une plante qui Ouais. a attrapé toutes les maladies possibles et imaginables, notamment des virus qui ne permettent pas, on va dire, de faire des sélections et de reproduire correctement la Quel plante. Donc dommage. on la trouve pratiquement plus. Celui-là, je vous le conseille, l'astère étoilée. Le Boltonia astéroïdes, c'est très grand, c'est très léger, c'est vaporeux, et ça, encore une fois, dans un massif, en cette saison, c'est absolument superbe. Alors, tu cultives forcément des astères. Oui, parce que c'est une plante qui tient presque dans toutes les circonstances. Il faut du plein soleil, ça va tout seul, à part un peu d'oïdium de temps en temps. C'est ce que j'allais dire. Oui. Mais c'est pas un Mais peu, c'est souvent beaucoup. Oui, mais si c'est plein soleil, bon, ça va encore. Ça fait partie des plantes que je considère faciles. Et puis surtout, comme tu l'as dit, on n'a pas de floraison à l'automne, peu de floraison à l'automne. Alors sachez une chose, c'est que les astères que vous allez trouver en pot en ce moment sont très souvent des hybrides peu durables, ceux-là. Moi j'ai remarqué, on achète ces petites plantes, il faut les imaginer pratiquement comme une annuelle, avec l'avantage c'est qu'elles vont quand même durer très très longtemps. Donc comme disait Roland, c'est le moment de transition. On va avoir des plantes qui ont mal supporté l'été, donc on va changer ça, et notamment pour les poter, vous pouvez acheter ces astères qu'on trouve en jardinerie, mais pour avoir des astères de longue durée, il vaut mieux aller chez des spécialistes des plantes vivaces. La marguerite de la Saint-Michel. Oui. La... Aster emulus. Non, Ah, je vais te coller. Amélus. Ah merde. Pour Comme tu essayer dis. de te coller en botanique, Non, mais voilà, là. non. Amélus. Donc lui, il a commencé en août, il va fleurir jusqu'en octobre, et il fait des fleurs assez légères aussi, mais en revanche, il est plus petit. Il fait 30 à 50 cm de hauteur, et il est bleu lilacé. Alors ça aussi, on ne l'a pas dit tout à l'heure, ce qui est intéressant dans la gamme des astères, c'est des couleurs qu'on voit assez rarement dans le monde végétal, et notamment des bleus très très intenses, voire des violets foncés, et qui peuvent être intéressants. Alors je vous donnerai un petit conseil paysager, je dirais. Associez quand même systématiquement une fleur blanche avec. Parce que faire tout un massif, mettons toute une table comme ça, 1 mètre carré, bleu foncé, dans le jardin, ça fait un peu mal. Oui, c'est une couleur froide, donc c'est vrai que le blanc qui est une couleur neutre, ça va permettre de temporiser un petit peu, c'est un peu plus sympa. Ça lui donne Oui. de l'éclat. Un deuxième astère qui est intéressant en ce moment, un vrai astère, qui est nain, astère, Du Mosus. du Mosus. Tiens. Ah, Wow. là, ça y est, il l'a. Donc c'est un coussin compact, ça aussi 30-50 cm, tu l'aimes bien? Oui, et je suivrai sur un conseil, tu as parlé de spécialistes en vivaces, et quand on va en jardinerie, c'est toujours dangereux d'aller dans ce qu'on appelle le marché aux fleurs, où là tu as des grosses potées d'astères, méfiance, moi je vais plutôt, tu sais, dans le rayon vivace perdu, alors c'est moche, hein, Oui, oui. c'est un godet de neuf, c'est Ouais. un machin qui est tout, qui a 2 fleurs, on dit non, les autres sont plus beaux, sauf que là on a les variétés qu'on souhaite, et Ouais. donc vaut mieux aller traîner Ouais. dans le rayon vivace. Alors c'est vrai que les petits godets en ce moment d'astère, malheureusement, ils ont deux tiges avec une petite fleur, mais là on capitalise sur les années à venir, puisque je vous rappelle, ce sont des plantes vivaces. Alors, dans les Symphyotrichum, on a l'astère de la Nouvelle-Angleterre, donc Novae angliae. Alors là, on est grand, hein, on est sur 1,50 m, c'est vraiment agréable. Celui-là, il n'est pas trop sensible aux maladies. Non, et puis comme il est assez grand, tu peux le tailler facilement, il repousse bien. Comme souvent, ils peuvent attraper l'oïdium assez rapidement, donc on va les tailler. On espère attendre la fin de floraison, mais taille à zéro, hein, À zéro. direct en fin de floraison. Alors, autre chose aussi pour éviter l'oïdium, ne serrez pas trop vos plantations. Laissez vraiment l'air passer entre les différentes plantes, c'est vraiment important. L'astère de la Nouvelle-Belgique, le Novi Belgi, c'est pareil, c'est assez grand, un petit peu moins que Novae angliae. C'est certainement l'astère le plus répandu au niveau des variétés. Il y a énormément de sortes. Bon, mais il est beaucoup plus sensible aux maladies que le précédent. Et puis alors, si vous voulez le gros machin, le truc hyper spectaculaire, vous prenez Symphyotrichum cordifolius. Alors lui, il dépasse les 1,50 m. Les fleurs sont minuscules, elles font 2 cm de diamètre, mais c'est très 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 joli parce que c'est d'un bleu, alors qui peut être variable au niveau de son intensité, avec un petit disque jaune. Alors, on a une question de Reine Vella. Reine Vella qui nous demande et qui dit « Mon cher Patrick adoré », non, elle dit pas ça, ça c'est moi qui rajoute, « J'ai un cerisier âgé de 4 ans, il fleurit bien, mais quelques cerises seulement, pas de quoi faire une tarte, pourquoi, que faire ?» C'est embêtant parce que nous sommes dans la configuration exacte
d'une plante qui n'est pas pollinisée. Puisqu'elle nous dit il fleurit bien, mais il ne fructifie pas. Donc ça veut dire que les fleurs n'ont pas été fécondées. Et pour ça, il y a 2 raisons possibles. Soit il n'y a pas d'insectes pollinisateurs, Oui. c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte quand même qu'il y a une sorte de déperdition du nombre de ces insectes pollinisateurs, dans certaines régions surtout. Et puis, peut-être ce qui est le plus évident, c'est que n'oublions pas que la quasi-totalité des arbres fruitiers ne sont pas auto-fertiles. Ça veut dire que la plante ne peut pas se polliniser elle-même. Donc s'il n'y a pas dans l'environnement d'autres cerisiers d'une autre variété qui vont pouvoir, on va dire, échanger leur pollen, et oui, c'est un club d'échangistes. Ouais. Non, mais c'est vrai, les arbres fruitiers, c'est comme ça. Il faudra qu'on fasse un sujet là-dessus. Eh bien, s'il n'y a pas, il n'y a Oui. pas fécondation. Et il y a encore un autre truc, c'est que si au printemps, on a une pluie régulière et battante... Comme eh bien cette là, année, par exemple. Il est âgé de 4 ans, Oui. simplement. Il ne faut pas non plus s'exciter. Quand on est adolescent, on n'a pas une famille nombreuse. Donc là, la plante, elle est encore toute petite. Pour un cerisier, 4 ans, c'est quand même très, très jeune. Donc soyons assez patients. Mais je reviens quand même sur les variétés pollinisatrices. Vous avez... chez les bigarreaux, parce qu'il ne faut pas confondre, on fera un sujet un jour sur les cerisiers, attention, il y a les vraies cerises, il y a les guignes, il y a les bigarreaux, mais sur les bigarreaux, vous avez surtout 2 cultivars qui sont indispensables pour obtenir une bonne pollinisation. Ils s'appellent Géant d'Edelfingen. Je suis désolé, c'est pas moi qui fais les noms. Toujours, je bafouille des noms invraisemblables. Bon, Géant d'Edelfingen et, ça c'est plus facile, Van ou Van, V-A-N. Ces 2-là, vous pouvez systématiquement les associer aux autres et ils vont les ça marche tout seul. polliniser. Ou presque. C'est quand même très Oui. très bien. Alors, c'est vrai que dans les cerisiers, il y a quand même des variétés. Je voudrais vous faire partager mon enthousiasme pour Summit. Est-ce que tu vois ce qu'est ce bigarreau Summit? Oui, je vois le bigarreau Summit, mais ouais. Très gros, très noir, une chair ferme, mais en même temps hyper juteuse, sucrée, délicieuse. Donc si vous avez envie de déguster des cerises divines, eh bien pensez à avoir un bigarreau Summit. Et nous allons faire le summit de la publicité maintenant. Ça va être le summum, ça ne dure pas longtemps. Restez avec nous et on se retrouve tout de suite. Bien que votre pelouse se porte plutôt bien, vous voyez apparaître de la mousse ici et là. Pas de problème, Gazon Pur DCM vient à votre secours. Gazon Pur DCM est un engrais pelouse organo-minéral avec une action indirecte contre la mousse. Cet engrais ne tâche ni les dallages ni les pavés. Gazon Pur DCM, c'est 2 en 1. Un beau gazon bien vert et en plus, sans mousse. Incroyable ce qu'un mini-grain arrive à faire. Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Motte. Et oui, c'est fini les vacances, tant pis pour vous, et tant pis pour nous, et tant pis surtout pour Roland qui va de nouveau se remettre à bosser comme un fou dans son jardin. Alors, qu'est-ce que tu fais? Toujours les petites balades du matin? Oui, mais toujours, ça c'est obligatoire. Et les petites balades du soir pour surveiller les escargots, ils sont calmés, là, hein, ça y est. Et là, c'est les récoltes, on est en plein dedans. Donc, enfin. oui, il faut récolter. Alors, ça prend un temps fou. Autant le jardin, c'est sympa, etc., autant les récoltes, quand il faut ramasser, éplucher, nettoyer et transformer. Ça, on ne se rend pas compte du travail de transformation. On va vous Ça en faire travaille- un sujet bientôt, vous inquiétez pas, vous n'y manquerez pas. Donc, oui, tu récoltes quand, toi? Plutôt le petit matin? Non, quand j'ai le temps. C'est pareil, tu sais, c'est pareil que jardiner avec la lune. Avant 5h45 le matin, non. L'important, c'est de récolter lorsque c'est vraiment le bon moment. C'est pas toujours évident parce que il faut savoir si les fruits sont bien prêts. Bon, les tomates, c'est pas compliqué, il faut qu'elles soient rouges, pas toutes, évidemment. Dans tous les légumes, fruits, on le voit. Mais les pommes de terre, par exemple, c'est le moment aussi. On Oui. le voit à quoi? Eh ben, on le voit aux fans. Hein. En fait, les fans, bon, les tiges qui sont en l'air, là, En souvent... fait, les fans sont fanés. Oui, c'est ça. Elles sont fanées, elles deviennent moches. Alors, j'ai même des fois des questions en disant comment on fait pour que les fans soient plus beaux en fin de saison? Rien, il n'y a rien à faire. On va souvent. Mais est-ce qu'on les attraper- enlève pas de façon à éviter, par exemple, qu'il y ait
des insectes ou des maladies qui viennent dessus en plus. Le problème, c'est avec le mildiou, mais une fois qu'on a le mildiou, et si on repère le mildiou, on rappelle, les feuilles deviennent toutes brunes, là on a intérêt à arracher rapidement, même si c'est bien avant, même si c'est pendant l'été, tant pis, parce que sinon le mildiou peut descendre dans les tubercules, et là c'est fini. Oui, mais il ne faut pas que les mort. tubercules soient verts, attention, on ne consomme strictement jamais les parties vertes sur les solanacées. Alors, je sais que toi, tu es un adepte de la récolte des graines. On fera d'ailleurs aussi un sujet sur cela parce que c'est quelque chose qui vous intéresse. Tu récoltes des graines en ce moment ? Oui, quelques-unes, pas toutes, mais surtout, et on en parlera dans ce sujet-là, moi je laisse faire en fait, parce que je laisse les soucis, tu laisses les par plantes exemple, grainer naturellement. Oui, grainer naturellement, pourquoi ? Parce que c'est encore plus simple que de les récolter. J'avais essayé de récolter mes salades, tu sais, j'ai de la cressonnette marocaine qui se répand un peu partout, j'avais essayé de les récolter. Oh là, c'est un travail de fou, ça mesure quoi ? Un demi-millimètre, les machins, t'as la pince à épiler pour essayer de les récupérer, et finalement, elles se ressèment toutes seules. Tu laisses monter en fleurs, elle se débrouille et ensuite tu sélectionnes au printemps suivant. Alors en revanche, dans les jardins d'ornement, où vous avez des plantes du genre Carex pendula par exemple, qui vous fait des belles grappes sympathiques, ne laissez jamais ce genre de plantes monter à graines. Vous en avez partout. J'avais aussi un autre ennemi, c'était le fenouil. J'avais planté du fenouil bronze. Magnifique. Joli. Ah oui. Mais après, vous en avez partout et vous savez plus quoi en faire. Donc attention aussi à ce genre de choses. Modulez. Ne conservez les graines que des végétaux que vous voulez conserver. On fait des boutures en ce moment. Qu'est-ce que tu boutures ? Alors, dans le temps, je veux dire, j'en bouture plus maintenant. Bouturer le géranium, j'ai fait ça à l'armée. Bon, je vais pas te raconter ça. L'armée ? Ça fait des années, des Mesdames, centaines messieurs, d'années. l'armée française passe son temps à faire des boutures de géranium. C'était le scoop du jour. J'étais jardinier, tu te rends compte ? Je faisais rien, moi. Et pas une manœuvre, rien, j'étais jardinier. Et donc, on faisait des boutures de géranium. J'ai fait des centaines et des centaines de boutures de géranium. Alors, donne-nous ton conseil pour les réussir à tous les coups. Alors, un siège, déjà, pour être peinard. Une table, une bonne bière, c'est capital. Et ensuite, donc, on allait couper les extrémités, donc on allait chercher. Donc là, la récolte est déjà assez longue sur les géraniums, et puis après, on coupait carrément les pieds complets et on les ramenait. Et ensuite, il fallait trouver des petites pousses. On avait la toise, et c'était 10 cm, pas plus. Donc on coupait. Quelquefois, on laissait des feuilles, mais pas toujours. Et donc on coupait à la base de biais et on replantait directement dans des petits godets. Et roulé jeunesse, on avait toute la décoration de la caserne de l'année suivante. Voilà, donc si vous n'êtes pas militaire et que vous n'avez rien compris de ce que vient de vous dire notre ami Roland, il y a une vidéo sur le bouturage des géraniums sur News dans la TV. Ne la manquez pas. Alors, il y a des plantations. Moi, je planterais bien les fraisiers, les artichauts. En ce moment, certains choux, les choux d'hiver comme les choux de Milan. On peut aussi garnir son jardin avec des anémones du Japon. On a parlé des astères. Bien sûr, c'est intéressant. Vous avez les chrysanthèmes à massif. Oui, je sais aussi que le mot chrysanthème, pour certains, ça vous hérisse le poil, mais il y a des chrysanthèmes magnifiques. Vous avez les bruyères, les cyclamènes, tout ça, c'est des plantes qui commencent à arriver dans les jardineries. Vous allez pouvoir changer complètement la configuration de votre jardin ou de votre balcon, parce que ce sont vraiment des plantes qui fonctionnent bien sur les balcons. Est-ce qu'on plante les premiers bulbes ? C'est tôt, mais ouais, on les trouve. On les trouve. Donc, alors l'avantage de les prendre assez tôt en jardinerie, c'est qu'on a encore le choix, parce que souvent les gens viennent prendre et après tu te contentes des restes. Donc, vaut mieux pas y aller trop tard. Et le mois de septembre est la bonne période. Alors nous vous avions fait aussi un très bon sujet sur les plantes bisannuelles. Donc on en trouve maintenant en jardinerie. Vous pouvez les planter. Ça peut être vraiment très sympa déjà d'avoir des pensées, par exemple, ou même des myosotis. Je ne sais pas s'il y a déjà des myosotis, mais des pensées, il y en a, pour pouvoir avoir un décor pendant l'hiver, bien sûr. Ouais. Pendant l'automne déjà, oui. Et puis, bon, un petit truc aussi, ça a pas mal poussé. Donc sculptez vos taupières si vous le voulez. Un petit surf avec mon ami Roland et quelques lectures que je vais vous proposer, mais on va commencer à aller directement sur l'internet. Que nous proposes-tu, mon ami ? Je vous propose d'aller sur le site oisillon.net. Alors oisillon.net, je pense que c'est assez clair. On voit des bébés oiseaux ? Oui, on voit des bébés oiseaux, on entend des oiseaux et on a surtout les différences, les mélanges. J'ai adoré ce site, pourquoi ? Parce que tu fais la différence dans les oiseaux quand tu guettes avec le bec pour savoir ce qu'ils mangent.
Et donc c'est important parce qu'on va leur donner à manger. Alors je me suis tout noté parce que c'est rigolo. Bec pointu, évidemment il va manger des insectes puisqu'il faut qu'il aille picorer les insectes. Bec trapu, il va casser la graine. Donc il a un gros bec un peu compact et trapu. Ouais, comme le bouvreuil, le chardonneret. C'est ça. Et bec aussi pointu, il est frugivore. Alors bec petit et pointu, il est frugivore. Donc c'est le cas du merle par exemple. Et donc on va adapter la nourriture à ces oiseaux. Donc si on aime les oiseaux, attirer les oiseaux dans le jardin, là on va penser un peu à la nourriture, c'est l'automne. Et donc on a déjà ces différences. Pourquoi ça s'appelle oisillon ? Oisillon.net, pourquoi ? Parce que oiseau, c'était déjà pris, quoi. Oh, sans doute, oui. Non, mais je veux dire, il n'y a rien à voir avec l'élevage des oiseaux, les nichoirs et les choses comme ça. Non, ça ne concerne que les oiseaux. Alors, les nichoirs, si, les nichoirs et les mangeoires, justement, mais ça ne concerne que les oiseaux de la nature. Mais on nous vend des choses ? Oui, on peut acheter des choses parce que c'est vraiment un spécialiste. Fabrication française, menuiserie française, c'est fait dans les Alpes. Et donc là, il nous fait des nichoirs. Alors, il faudra faire un sujet là-dessus parce qu'on achète des fois des nichoirs. Les oiseaux ne peuvent même pas rentrer dedans. On fait des trucs décoratifs. Et là, il a calculé vraiment le nombre de millimètres pour l'entrée en fonction. C'est protégé autour pour pas que les prédateurs viennent embêter les oiseaux. Enfin bref, c'est vraiment très très bien fait. Moi, je vous conseille d'aller sur oisillon.net pour découvrir tout ça. Eh bien, allez donc sur oisillon.net. Les oiseaux sont extrêmement importants dans nos jardins et effectivement, nous penserons pendant l'hiver à vous en parler et surtout de ces nichoirs qui doivent être mis avant le printemps de façon à ce que les oiseaux puissent se les accaparer. Moi, au niveau des livres, j'en ai 2, comme d'habitude. Eh bien, je vous propose L'adieu aux insectes. Alors, c'est encore notre ami Vincent Albouy, mais cette fois, il est aidé de Denis Richard et de Pierre-Olivier Macquart, qui nous sort ce livre, qui est très intéressant, parce qu'en fait, l'idée, c'est de se dire, pourquoi donc les insectes disparaissent-ils de nos environnements ? Bon, en ville, on peut le comprendre, mais même dans les jardins. Donc c'est un véritable traité des causes de la raréfaction d'une faune vraiment importante pour nos jardins, puisque on estime, vous vous rendez compte, que 80%, et oui, 80% des insectes auraient disparu en 30 ans. Et vous pouvez le remarquer d'ailleurs quand vous roulez, vous êtes revenu de vacances il n'y a pas longtemps, est-ce que vous avez constaté que vos pare-brises étaient maculés d'insectes morts ? Ouais, de moins en moins, c'est De vrai. moins en moins. Oui. Donc ça veut dire que la densité réelle des insectes ne fait que se réduire. Et ce livre, qui est joliment illustré, il faut bien le dire, eh bien, va vous parler beaucoup de choses, y compris critiquer certaines lois qui ont... Non, mais parce que je pense que les politiques, parfois, veulent bien faire, mais comme ce sont pour la plupart des citadins et des gens qui n'ont jamais mis les pieds réellement dans la nature, ils vous pondent des trucs, des usines à gaz invraisemblables. Et au lieu de nous aider, nous les naturalistes, dans notre intention de protection, eh bien, ils font des choses qui ne sont pas du tout utiles. Et dans ce livre, eh bien, vous aurez aussi l'occasion de le voir. Donc, L'adieu aux insectes, c'est chez Ulmer. Ça vaut 22 €. Et franchement, ça vaut le coup parce qu'il faut, à un moment donné, se poser les questions. Et quand on se pose des questions, eh bien, on peut aussi se poser celle-là. Les arbres grandissent-ils toute leur vie ? J'aurais jamais pensé à faire un livre sur une question comme ça. Et André Granier l'a fait. Et il vous présente 60 questions. Les arbres dorment-ils en hiver ? Pourquoi les feuilles tombent-elles ? Les arbres consomment-ils beaucoup d'eau ? Etc. etc. Les racines sont-elles les seules à passer des alliances avec les champignons ? C'est un petit bouquin vraiment extraordinairement passionnant. C'est ce qu'on appelle de l'écophysiologie forestière et c'est un spécialiste vraiment de tout premier plan, monsieur André Granier, qui est un ingénieur agronome, il est spécialiste en bioclimatologie et il va vous raconter vraiment des histoires, comment l'arbre produit aussi sa nourriture, quelles sont les adaptations qu'il met en place pour résister au froid, etc. Donc, il n'y en a pas beaucoup, il y a à peu près 150 pages. Alors, c'est écrit très très dense, il va falloir mettre les lunettes pour certains. Mais franchement, comme il y a 60 questions, vous pouvez prendre une par une tranquillement et vous allez passer un moment génial. C'est chez Caé, c'est vraiment un éditeur moi, que j'apprécie parce que le sérieux de ces bouquins est top, ça vaut 19 €. Et là, j'ai l'habitude de le dire, mais là, vraiment, ça le vaut bien.
Monsieur David nous dit que faire pour éviter que le persil ne monte en graines. Oh, moi, je dis rien, c'est une question pour Roland. Ça, le persil, c'est son truc. On verra après. Je vais vous parler botanique. Oh, allez. Non, pas du tout, n'espérez même pas ça. Le persil, d'abord, c'est une plante bisannuelle. Et ben voilà, tu parles de botanique. Oui, C'est bien ce que je disais. Oh bah ça va, j'y arrive alors. Bisannuel, ça veut dire que la première année, il va bien pousser en feuilles, etc. Mais la deuxième année, on n'échappera pas à cette montée en graines parce que c'est toute sa vie, c'est tout son besoin de se reproduire et donc il va fleurir et il va évidemment faire des graines. Donc là, on ne peut pas y échapper. Ben, c'est une très bonne information, il faut quand même insister parce que beaucoup d'entre vous pensent que le persil, on va l'avoir ad vitam C'est vivace. aeternam, et donc ce n'est pas le cas. Vous le cultivez sur la première année essentiellement. Pour la deuxième, si vous voulez avoir des graines à récolter, tu le fais toi ça? Non, je les récolte pas. Par contre, il m'arrive d'avoir du persil qui repousse l'année suivante. Comme j'ai envie Il se ressème naturellement? Non, la deuxième année, non, il repousse. Non, mais après. Après, non, c'est trop compliqué. Non. D'autant que je coupe systématiquement les hampes florales. De façon à conserver un maximum de oui, feuilles. voilà, évidemment. pour en profiter encore la deuxième Bien année. sûr. Et donc, je replante chaque fois le persil. Tu sais qu'il ne faut pas le semer, ça porte malheur. Ah, oui, tu l'as déjà dit, c'est vrai, quelque chose que je ne connaissais pas. Et puis de toute façon, on s'en fiche. Oui. On est encore vivant avec le persil. Bon, mais il y a quand même une chose, c'est que parfois, dans la saison, on a semé au printemps et il ne se comporte pas comme une bisannuelle, il va nous monter à graines alors qu'on n'y attend pas. Oui, c'est vrai. Et alors, moi je pense qu'il faut simplement plus le récolter. C'est-à-dire que plus on va récolter de feuilles, plus on va avoir tendance à le favoriser dans sa croissance, il va refaire des feuilles. Et tout dépend de la météo. Parce que si on a une saison un petit peu chaude, etc., lui, il est fait pour être bisannuel. Donc, il sait qu'il doit avoir la première année, je pousse, ensuite j'ai mon coup de froid, et ensuite, l'année suivante, je fais des fleurs. Mais donc, si on a une météo perturbée, il est capable de fleurir dès la première année. Est-ce que l'on peut d'ailleurs, pour continuer un petit peu quand même sur le persil, se le garder pour l'hiver? Est-ce qu'il y a une technique que tu vas faire pour pouvoir récolter encore son persil pendant l'hiver? Allez, écoute, ça concerne la cuisine. Je sais que Marilyn en congèle un petit peu. Elle est capable de se comporter en pot du moment qu'il y ait assez de lumière. Bien entendu, on revient à notre À l'intérieur, je lumière. ne mettrai pas, mais sur une fenêtre, je pense qu'on peut avoir des bons résultats. Oui, pourquoi pas, mais à l'intérieur, j'en ai déjà vu. Alors après, je ne connais pas la durée de vie, mais bon, pour l'avoir un petit peu, pour prolonger un petit peu l'automne, pourquoi pas en pot. Alors, il y a une chose qu'il faut savoir aussi sur le persil, ça aime les sols frais, ça aime les sols profonds, ça aime les sols humifères. Pour qu'il soit quand même beau, il faut qu'il soit arrosé en permanence. Et je pense que si vous ne l'arrosez pas régulièrement, ça va favoriser justement une montée précoce à graines. Donc, maintenez quand même le sol légèrement humide. J'ai toujours du mal à essayer de vous dire ça parce que je sais que la plupart d'entre vous, quand on dit il faut maintenir le sol humide, vous en faites un marécage. Donc, non, il faut que ce soit frais. Le mot, on va essayer de conserver ça. Quand on vous dira frais, ça veut dire que lorsque vous appuyez le doigt ou le trempez légèrement dans le sol, vous n'avez pas de l'eau, mais vous n'avez pas de sécheresse non plus. Et qu'il y a une sorte de moelleux qui se fait au niveau du substrat. C'est vrai que c'est assez subtil et complexe, mais c'est la base tout simplement de la réussite. Et la dernière chose que j'aimerais quand même demander à Roland, c'est est-ce que tu as une technique, un truc pour nous permettre d'accélérer la levée du persil quand on le sème? Parce que beaucoup de gens disent, tiens, ça fait 3 semaines que j'ai semé le persil, il est toujours pas levé, donc il est fichu. Bah oui, manque de bol, ça demande 3 semaines au minimum. Un oncle m'avait expliqué, tu prends de l'eau tiède et tu laisses tes graines dedans pendant au moins 24 heures. Bon, même si l'eau refroidit, ça fait rien. L'important, c'est de les laisser 24 heures dans l'eau, à condition de ne pas les perdre, évidemment, dans une petite coupelle. On met toutes les graines là-dedans, et donc elles vont s'attendrir un petit peu, et le germe partira plus facilement. Mais ça demande quand même 3 semaines, et on n'y peut rien. Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plante, de jardin ou de jardinier. Mes chers amis, nous allons rentrer dans quelque chose qui est à la fois passionnant et très complexe. On va essayer de vous le faire simple, à savoir les amours de la guêpe, de la micro-guêpe, avec la figue. On parle des figuiers naturels, pas les figuiers, on va dire, les plus cultivés, qui eux ont une reproduction parthénocarpique, à savoir qu'ils sont capables de fabriquer eux-mêmes leurs figues sans l'intervention de cette micro-guêpe. Mais dans la nature, le figuier a besoin
de ce qu'on appelle Le blastophage, une petite guêpe qui fait 0,2 mm, qui est toute 2 petite. mm. Oui, 2 mm, oui, pardon, 0,2 mm, ça faisait trop. Non, mais 0,2 c'est son ovopositeur, c'est-à-dire c'est Oui, c'est l'organe qui va lui permettre de pondre. Mais en fait, En 2 tout cas, elle c'est est pas toute petite. Elle est toute petite et c'est elle qui va permettre de polliniser la fameuse fleur. Mais la fleur, qu'est où bah... Alors c'est ça déjà, la première énigme, c'est où sont les fleurs du figuier? Eh bien tout simplement à l'intérieur de ce qu'on appelle le fruit, mais qui s'est, on va dire, renversé un peu comme une vieille chaussette. Il s'est retourné, quand tu t'enlèves ta chaussette ou tes gants, si tu as quelque chose à l'intérieur, ça reste dedans. Et là, les fleurs sont vraiment à l'intérieur, elles sont emballées. Donc Voilà, là, ça commence mal. Elles sont emballées à l'intérieur de cette figue, donc qui est devenue charnue. Et il faut savoir que ça se passe de la façon suivante. Il faut que le figuier puisse piéger l'insecte pour que l'insecte puisse le féconder, puisque les fleurs sont à l'intérieur. Et de son côté, il faut que l'insecte puisse sortir de la figue pour aller polliniser un autre figuier et aussi pour pouvoir se reproduire elle-même. Et pour cela, en fait, il y a 3 sortes de figues différentes. Il y a les figues d'hiver, qu'on appelle les mâmes, dans lesquelles naissent la première génération d'insectes. Les mâles vont réveiller les femelles, vont les féconder, et eux manquent de chance, ils n'ont pas d'ailes. Ah bah, et comment ils vont faire? Ils sont fichus. Oh. En fait, ils meurent à l'intérieur de la mâme. Les femelles, elles sont ailées. Et les mâles vont les aider à sortir de leur prison en creusant ce qu'on appelle l'ostiole, c'est-à-dire, on va dire, un peu le trou qui est à la face inférieure de la figue, et elles sortent et elles se mettent à voler. Là, on est au printemps. Donc là, tout va bien, elles vont chercher une nouvelle figue. Elles vont chercher une nouvelle figue parce qu'elles veulent se reproduire. Et le figuier, c'est un malin. Le figuier, il sait qu'il a besoin de ces insectes, et donc ce figuier qu'on appelle mâle, un caprifiguier, donc qui fait des figues qui ne sont pas comestibles, il en a profité pour faire une nouvelle génération de figues qu'on appelle des profichies. Et ces figues, elles vont attirer donc notre première génération de femelles blastophages qui pénètrent à l'intérieur. Et comment? Eh ben, c'est dur. Mais oui, dis donc. Elles vont essayer, elles vont creuser, et en général, elles vont perdre leurs ailes et même aussi leurs antennes. Donc, elles sont foutues, quoi. Les mâmes, exactement, elles avaient piégé les mâles. Les profichies, elles vont piéger les femelles. Mais, qu'est-ce qu'elles trouvent, les femelles? Eh bien, elles vont trouver des fleurs tout à fait à leur dimension, dans lesquelles elles peuvent mettre leur ovopositeur et elles vont déposer à l'intérieur de ces fleurs, eh bien, tout simplement, leurs œufs. Elles sont rassurées, elles peuvent pondre. Eh oui, mais la pollinisation, alors? C'est pas encore le moment. Oh. Il faut attendre que la deuxième génération de blastophages naisse, Oui. et qu'à ce moment-là, les nouvelles femelles sortent. Et là, nous sommes en été. Et sur d'autres figuiers, qui sont, eux, les vrais On va les figuiers manger, ceux-là. à fruits, voilà, Bon, ça va. on a des nouvelles figues qui sont arrivées. Et que fait la femelle du blastophage? Eh bien, de nouveau, Elle rentre? la nouvelle femelle, Ah oui, bah oui. deuxième génération, L'autre, elle est elle foutue. rentre à l'intérieur. Elle perd ses ailes. Et là, manque de chance, la dimension des fleurs est totalement différente. Ah, l'arnaque. Et oui, en fait, tu as entièrement raison. C'est-à-dire que le figuier a leurré le blastophage, qui se retrouve avec des styles, c'est-à-dire donc la partie colonnaire du pistil, trop long pour qu'elle puisse déposer ses œufs à l'intérieur. Que fait la femelle? En fait, elle va se frotter, essayer d'y arriver, de pouvoir pondre, etc. Comme en sortant de sa figue précédente, elle s'était frottée involontairement à la sortie à toutes les fleurs mâles qui Ouais. s'y trouvaient. Elle a chopé du pollen. Mais oui, Ah elle oui. a chopé du pollen, comme tu dis. Et du coup, en essayant de pondre et en n'y arrivant pas, eh bien, elle se frotte sur les fleurs femelles fertiles de notre figuier, qui va grossir et donner des figues
comestibles dans lesquels vous croquez tout simplement Alors, ben voilà, Quelle un horreur. ou des blastophages qui ont été complètement desséchés, décomposés, mais c'est comme ça. t'es en train Et- de nous dire qu'on a tous mangé des blastophages. Non, parce que la plupart, encore une fois, des figues que l'on mange aujourd'hui sont Ah oui, c'est parthénogénétiques. vrai. Oui. Mais si vous mangez des figues sauvages, oui, généralement, il y a des cadavres de blastophages à l'intérieur. Mais vous voyez, c'est une magnifique manière d'une complexité folle, parce qu'il faut savoir que dans le genre ficus, vous avez beaucoup d'espèces et que à chaque espèce de ficus est inféodée une espèce de blastophage. Donc c'est une coévolution extraordinaire, vraiment forte, on va dire, passionnante, et qui permet de montrer à quel point la nature peut être, on va dire, formidable. En tous les cas, on va terminer là-dessus. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Roland, on te retrouve. oui. Ah ben on me retrouve, oui, sur les réseaux sociaux, allez sur Instagram, Comme d'habitude. un peu sur Facebook, sur TikTok. Toutes les jardinières, je vous embrasse. Et puis ma petite jardinière, bien sûr, comme d'habitude. Je salue la technique. Il y avait Stéphane avec l'audio. Et puis il y avait Miguel avec une foule de caméras qui nous a permis d'avoir aussi la possibilité de vous montrer cette émission en vidéo. On vous dit à la semaine prochaine. On embrasse aussi notre petite perle que vous n'avez pas entendue parce qu'elle est d'une sagesse extrême. Et on vous dit bienvenue au jardin. Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr. Merci d'avoir regardé notre vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait passer un bon moment. Si vous êtes des passionnés comme nous de plantes, de jardin, de jardinage, de botanique, eh bien vous êtes à la bonne place. News Jardin TV produit énormément de vidéos différentes. Alors notre émission Découverte Jardin, tous les samedis notre podcast Bienvenue au Jardin, l'émission Planète Végétale, l'émission Jardiner ça fait du bien. Vous avez de quoi vraiment vous régaler. Alors, n'hésitez surtout pas à appuyer sur la cloche qui se trouve en haut à droite de cette page et vous serez abonné gratuitement et ainsi tenu au courant de toutes nos nouvelles publications. Alors, à très bientôt sur News Jardin TV, bien sûr.